Alain, tu es médecin de santé publique et de médecine sociale, économiste de la santé, directeur adjoint référent plaidoyer à la Fondation Médéric Alzheimer et secrétaire général adjoint de la Société française de gériatrie et gérontologie. Tu vois qu'il fallait quand même un petit papier. Hein. Voilà. Alors, l'activité physique adaptée en première place du podium des interventions non médicamenteuses. Et les autres alors? Et voilà. Bien. Tu as jusqu'à 16h45. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord en introduction de remercier les organisateurs pour l'opportunité qui m'est donnée de venir partager avec vous les premiers résultats d'une enquête que nous avons réalisée sur les INM, les interventions non médicamenteuses, et surtout confronter mon analyse avec votre analyse, votre expérience et les situations que vous vivez sur le terrain, parce que vous allez voir, il y a certains résultats qui sont quand même assez étonnants, voire détonnants. Alors, comme toujours, on commence par des éléments de contexte et puis, évidemment, la méthodologie. Parce qu'entre nous, si la méthodologie n'est pas bonne, on s'arrête là. Alors, comme vous le voyez sur le diaporama, la Fondation Médéric Alzheimer, depuis maintenant 2011, nous réalisons tous les 2 ans une enquête nationale portant sur les dispositifs d'accompagnement des personnes ayant la maladie d'Alzheimer et également de leur entourage. Et vous voyez, c'est une enquête dont le périmètre porte sur à peu près 14 000 structures, c'est-à-dire des établissements d'hébergement, donc les EHPAD, les EHPA, les centres d'accueil de jour, les lieux de diagnostic, les structures d'aide aux aidants. On a commencé par les formations. Alors, pour tout vous dire, au départ, les formations, c'était des formations France Alzheimer. Et on est un peu embêté d'avoir une rubrique France Alzheimer exclusivement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis ce terme un peu barbare de structure d'aide aux aidants. Alors bien sûr, il y a les formations France Alzheimer, il y a les formations d'autres associations. Et puis, se sont rajoutés les cafés Alzheimer, France Alzheimer, mais les bistrots mémoire, enfin d'autres structures qui organisent des bistrots, etc., aussi bien à l'attention des personnes malades qu'à l'attention des aidants. Et puis enfin, se sont rajoutées les plateformes d'aide et de répit. Il manque une petite rubrique qu'on est en train de retravailler, c'est là où il y avait auparavant ce qu'on appelait les Mayas. Vous savez que les Mayas disparaissent, enfin sont en cours de disparition. Vous avez d'autres structures qui existent, qui sont les ESA, les équipes spécialisées Alzheimer. Vous avez des réseaux de santé qui disparaissent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui disparaissent et qui doivent normalement renaître, fusionner au sein d'un truc qui s'appelle les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. C'est une nouvelle rubrique qu'on va mettre en place pour la prochaine vague, c'est-à-dire en 2025. Les résultats que je vais vous présenter portent sur la dernière vague, c'est-à-dire sur 2023, et l'enquête de terrain, comme vous le voyez, a été réalisée de décembre 2022 à octobre 2023, et suite à octobre 2023, nous avons travaillé sur le traitement, l'analyse des données, et nous sommes actuellement en train de finaliser le rapport. Alors nous, on n'appelle pas ça un rapport, on appelle ça une lettre de l'Observatoire, mais c'est un faux ami, parce qu'une lettre, c'est un recto, c'est voir un recto verso, et nous, nos lettres, c'est 6 à 8 pages. On a fait une fois 40 pages, mais c'était pas bien. Et donc, du coup, prochainement, ça veut dire idéalement en décembre, mais au pire en janvier, je vous propose de venir sur notre site internet, dans notre rubrique publication. Vous avez toutes les lettres de l'Observatoire, les anciennes, et puis vous aurez la toute nouvelle qui va porter sur les dispositifs, mais avec un petit sous-volet, c'est les résultats que je vais vous présenter sur les interventions non médicamenteuses. Mais il y a beaucoup d'autres résultats par rapport à ce que je vais vous présenter maintenant, parce que le temps est imparti. Alors, à côté de cette enquête monstrueuse qui sert d'arrière-plan, nous nous sommes intéressés aux interventions non médicamenteuses depuis 2017. Et moi, je me souviens, en 2017, quand on a eu les premiers résultats qui sont sortis, j'étais très content de lire les résultats, et puis en regardant, j'ai eu quand même un doute. Et nous avons été confrontés à une première difficulté. Est-ce que les répondants mettent la même chose derrière nos mots? Voilà. Parce qu'on a un gros problème, comme vous le savez, un problème de vocable. Une intervention non médicamenteuse, je mets ça entre guillemets, on va dire que c'est le terme générique, est-ce qu'on a la même définition? Est-ce qu'on y met la même chose, les mêmes, en termes de contenu, en termes de professionnel, etc. Voilà. Et je vais vous donner un exemple que je connais bien, c'est celui de la Fondation. En 2009, nous avions un terme qui était les interventions non pharmacologiques. C'était un terme simple puisque c'est la traduction du vocable anglais. Et puis, dans le monde Alzheimer, on s'est intéressé à l'aspect psychosocial. Et donc, on est passé, en suivant la mode, je dirais, européenne et anglaise, enfin anglophone, pardon, nous avons commencé à parler d'intervention psychosociale. Et puis, en 2013-2014, on s'est rendu compte que l'environnement, c'est-à-dire l'architecture, l'aménagement des espaces, mais également l'environnement, c'est-à-dire le cercle social, la famille, l'entourage, etc., ça jouait. Et donc, on a rajouté environnemental.
Et là, depuis 3 ans, on est revenu à un autre terme qui est intervention non médicamenteuse, pour être aussi en phase avec une société savante que vous connaissez peut-être, qui s'appelle NPIS, une société savante française, mais qui se veut de portée internationale. Et c'est assez amusant parce que NPIS prône le terme d'intervention non médicamenteuse, mais NPIS, S c'est Society, société, mais NPI, c'est des interventions non pharmacologiques. Voilà, donc vous voyez, encore, on a du mal à trouver un terme consensuel en France, mais consensuel, je dirais, un peu partout dans le monde. Donc, première difficulté, c'est quoi le bon terme? Deuxième difficulté, vous voyez bien, c'est quand on rencontre nos partenaires, on discute, il y en a qui parlent d'approche, il y en a qui parlent d'activité. Alors, ce n'est pas la même chose, mais pour certains professionnels, il y a une confusion entre les deux. On parle d'intervention, il y en a qui parlent de thérapeutique, d'autres qui disent non, ce n'est pas thérapeutique. Certains parlent de récréationnel, d'occupationnel, de bien-être, etc. Voilà, donc du coup, la difficulté, c'est quand on va s'intéresser et quand on va interroger des professionnels sur le terrain, eh bien, la question, c'est est-ce qu'on va être sûr que la question que l'on va poser, elle va être bien comprise dans le sens que nous espérons. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, comme on est sur une base déclarative, et non pas des entretiens, je dirais, en face à face, est-on sûr qu'on s'est bien compris. À côté de ça, on a interrogé les professionnels sur le terrain, eh bien, sur 10 INM, 10 interventions non médicamenteuses. Vous avez la liste, vous avez l'activité physique adaptée que nous connaissons tous, l'activité artistique, l'art, la danse, la musique, la stimulation sensorielle, alors la thérapie par réminiscence, la réminiscence, l'activité avec la mémoire, il y a plusieurs façons de le dire. Vous avez la réadaptation cognitive, la stimulation cognitive, la médiation par l'animal, et puis habituellement on finit toujours par ce qu'on appelle l'hortithérapie, hortus du latin qui signifie le jardin, mais le jardinage thérapeutique, tout le monde n'en fait pas du thérapeutique. Et tout le monde ne fait pas du jardinage, parce que dans des espaces extérieurs, dans un jardin, on peut faire autre chose que du jardin. On peut faire des parcours senteurs, ça peut être, enfin odorat, ça peut être un espace convivial de sociabilité où on rencontre la famille, les enfants, les petits-enfants, etc. Donc c'est pour ça qu'on a mis un terme un peu plus neutre de nature et jardin. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est dit là? Il y en a plein d'autres. Simplement, c'est parce que nous avons fait une étude, on a regardé un peu quels étaient les INM qui ont démontré leur efficacité et surtout qui ont passé, excusez-moi du terme technique, ce qu'on appelle une revue Cochrane, c'est une étude d'études. Voilà. Donc on a une robustesse dans la méthodologie et donc du coup, nous avons sélectionné ces 10 INM qui ont démontré leur efficacité. Alors il y en a d'autres, mais il fallait bien commencer par certaines INM et donc nous avons sorti un guide il y a 3 ans, nous l'avons mis à jour cette année. C'est ce que vous avez là, vous pouvez le télécharger. À la Fondation, vous pouvez tout télécharger, c'est gratuit, c'est très important. Et donc nous avons dans ce guide, eh bien, vous verrez, vous avez les indications, les contre-indications, la posologie, enfin grosso modo, comment fait-on et pour qui c'est fait. Ceci étant dit, passons maintenant aux résultats. Donc première question que je nous pose, c'est quoi le palmarès? C'est quoi les 3 interventions non médicamenteuses les plus réalisées en France, tous dispositifs confondus? Alors, le suspense, il est un peu court, puisque le titre, c'était l'APA. Donc, vous doutez que sur le podium, médaille d'or, c'est l'activité physique adaptée. Mais quels sont les 2 autres INM? Allez, prenez juste 5 secondes pour vous, faites votre petit palmarès. Voilà. Allez, regardons. Et les vainqueurs sont, eh bien, surprise. En 2e, c'est la réminiscence. 3e, l'activité musicale. Alors, l'activité physique adaptée, vous voyez, 97% de l'ensemble des structures que je vous ai citées tout à l'heure proposent et réalisent l'activité physique adaptée. En d'autres termes, tout le monde en fait. Enfin, je tire un tout petit peu, tout le monde en fait. Mais là où je suis assez surpris, c'est un résultat qui détonne, c'est la réminiscence. Vous voyez, 96%, ça veut dire que tout le monde fait la réminiscence. Et là où je suis assez surpris, alors pour les personnes parmi vous qui ne savent pas ce que c'est la réminiscence, je vais vous prendre juste 2 minutes, ça sera imparti dans le temps, pour vous expliquer très rapidement la différence entre stimulation cognitive et réminiscence. La stimulation cognitive, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle des ateliers mémoire et autres. Et le principe, c'est qu'on va stimuler, entre autres, c'est les fonctions cognitives, mais on va prendre la mémoire, on va stimuler votre mémoire. On va vous demander de faire un effort de mémorisation. Je vous donne 3 mots, je vous cite des chiffres, et puis dans quelques minutes, je vais vous demander de me les ressortir. Donc vous allez faire un rappel de la mémoire. Donc vous voyez, il faut faire un effort. C'est pour ça que ces ateliers ne durent pas trop longtemps, parce qu'on se fatigue. Je peux vous interroger, par exemple, tiens, est-ce que vous vous souvenez de votre mariage?
Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé, quelles étaient les personnes qui étaient invitées, etc. Ça, c'est la stimulation cognitive. Et quand vous avez des troubles de la mémoire, ça va être compliqué. La réminiscence, c'est différent. La réminiscence, c'est, je ne vais pas vous faire travailler la mémoire. Je vais par exemple vous passer un morceau de musique, et ce morceau de musique va susciter une émotion, et cette émotion va vous rappeler en mémoire de manière presque automatique un événement où vous avez eu la même émotion. Vous savez, c'est la Madeleine de Proust. Voilà. Eh bien, c'est fou, le morceau de musique que je vous ai donné, ça va vous rappeler, c'est le morceau de musique de votre mariage. Et donc, de manière un peu, je dirais, instinctive, automatique, parce que c'est d'autres circuits neuronaux qui vont être sollicités, vous allez vous rappeler de votre mariage. Et ensuite, on va vous poser différentes questions, etc. C'est ça la réminiscence. Donc vous voyez, c'est très technique, et la particularité, c'est que très souvent, parce que c'est non médicamenteux, on a l'impression que les INM, il n'y a pas d'effet secondaire. Et en fait, la réminiscence, parce que ça suscite de l'émotion, on s'en sert souvent pour traiter une dépression. Mais si c'est mal fait, ça va accélérer, aggraver la dépression, ou voire même ça peut susciter une dépression. C'est pour ça que la réminiscence, quand on finit une séance de réminiscence, il y a toujours ce qu'on appelle la phase d'atterrissage, c'est la phase où on fait un débriefing. Voilà, c'est pour ça que je suis assez étonné que la réminiscence, tout le monde en fasse, ou alors c'est que tout le monde est formé aux techniques de réminiscence. Donc là, à mon avis, c'est plutôt, derrière réminiscence, c'est que parfois, eh bien, on pose une photo sur la table, je ne sais pas, un concert des Rolling Stones, et puis on peut poser la question, est-ce que vous connaissez, vous étiez, etc. Voilà, donc du coup, je suis un peu plus dubitatif sur ce deuxième réminiscence. On va dire activité de la mémoire. Et puis, bien sûr, l'activité musicale à 94%. Alors ça, c'est toute structure. Alors, vous allez me dire, mais en EHPAD, et puis Rosette a dit, et les autres? Voilà, vous les avez. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Donc, vous les avez par ordre, comment dirais-je, alphabétique, et en même temps, vous avez par ordre de croissance. Non, pardon, c'est par ordre de croissance. C'est difficile d'avoir les deux en même temps. Donc, vous retrouvez les trois premiers, et puis après, vous avez les activités avec les animaux. Vous avez, alors c'est une erreur de ma part, je vous prie de m'excuser, c'est l'activité artistique, qui est plus large que l'art-thérapie, parce qu'il y a les activités artistiques qui n'ont pas de visée thérapeutique, et puis vous avez l'art-thérapie. Vous avez la stimulation sensorielle, la stimulation cognitive, vous avez les activités avec les végétaux, c'est nature et jardin qu'on a vu tout à l'heure. Et vous voyez, ces activités-là, elles sont réalisées dans la très grande majorité des EHPAD, puisqu'on a atteint on est au-delà de 70%. Et puis il y en a deux qui sont assez particuliers, c'est la réadaptation cognitive et la danse. On est à moins d'un établissement sur deux propose et réalise cette activité. Alors vous avez là un panorama un peu de ce qui se fait. Alors quand on regarde de près, c'est-à-dire grosso modo, quelle est la périodicité, la durée, la périodicité le plus souvent c'est une séance par semaine. Pour la danse et les activités, on va dire nature, c'est le plus souvent moins d'une séance par semaine. Alors je regardais, il y a des activités à 2 séances par semaine et autres, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Voilà. La danse, vous voyez, majoritairement c'est moins d'une séance par semaine, mais dans 10% des cas, il y a des activités danse, c'est 2 séances par semaine, etc. Voilà. Mais retenez, grosso modo, c'est en moyenne, c'est 1 séance par semaine. La durée, vous avez 2 catégories. Vous avez la stimulation cognitive, vous avez la réminiscence, et je vous dis tout à l'heure, il faut faire un effort cognitif et autres, et donc ça fatigue. Voilà, c'est pour ça que ce sont des séances qui, en général, durent moins longtemps, c'est entre 30 et 44 minutes. Pour le reste, eh bien, vous voyez, c'est variable entre 45 minutes et à peu près 1 heure. Maintenant, on a une troisième question, c'est pourquoi on fait ces activités? Est-ce qu'on le fait avec un but thérapeutique? Est-ce qu'on fait avec un but de bien-être? Et là, pareil, on va commencer par le thérapeutique. Quel est votre palmarès? Quelles sont les 3 activités, les 3 INM, interventions non médicamenteuses, qu'on fait le plus à visée thérapeutique? Voilà. Prenez juste 5 secondes. Oui? Oui? Pronostic? Musique? Animaux? Et le petit troisième? L'appât. Enfin, on a dit l'appât. Ah ben, regardons. Et oui, c'est une surprise. J'ai été surpris. Enfin, flatté, parce que ces 3 INM, c'est des activités que l'on fait très souvent dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. C'est la réadaptation cognitive. C'est logique, la réadaptation cognitive, ça consiste en quoi? C'est à pallier les difficultés que l'on a à réaliser les activités de la vie quotidienne du fait de sa maladie. Réadapter, c'est pouvoir faire comme avant, mais différemment.
Donc on a forcément derrière une idée thérapeutique. On a la stimulation cognitive, ça on l'a vu, et la réminiscence. Alors la question c'est la musique et les autres, etc., c'est où? Alors là, vous avez une deuxième chance. On a maintenant un deuxième podium, c'est sur la partie bien-être. Et du coup, quel est votre pronostic? Donc quelles sont les activités que l'on fait surtout pour se faire du bien, pour le bien-être? L'art-thérapie. Alors, l'art-thérapie, l'activité artistique. La musique, oui. Les animaux. Alors, là, bon, trop tard, j'ai mis. En premier, la danse. L'activité musicale, c'est là qu'on retrouve effectivement. Les activités avec les végétaux. L'activité avec l'animal, etc., ça se situe entre les deux. Pour que vous ne soyez pas frustrés, vous avez le palmarès complet. Voilà, vous les avez. Donc, du coup, vous voyez que pour chaque activité, on peut le faire à visée thérapeutique, mais on peut le faire également à visée bien-être. Et vous voyez un tout petit peu le spectre entre les deux extrêmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'une manière majoritaire, on fait surtout à visée thérapeutique, avec 4 exceptions. C'est les 4 que je vous ai mis en rouge. L'activité musicale, où on fait principalement pour le bien-être. Vous avez l'activité artistique. Vous avez l'activité avec les végétaux. Et vous avez la danse. On le fait majoritairement, voire même très majoritairement, pour le bien-être. Mais regardez, il y a quand même des choses assez étonnantes. C'est l'activité physique adaptée. 54%, 46%, c'est... voilà. Donc on fait l'activité physique parce qu'il faut améliorer ses performances, donc on est dans une visée thérapeutique, mais c'est aussi pour se faire du bien, parce que l'activité physique, on le fait souvent en groupe, il y a un aspect social, il y a du plaisir que l'on peut avoir. Et puis vous avez une autre activité aussi, c'est l'activité avec les animaux. Vous voyez, on est pratiquement à 50%, 50-50. Donc on le fait parce que l'animal permet de faire de la réminiscence, etc. Donc on est sur du thérapeutique. Mais quel plaisir de toucher un animal, de caresser un animal, d'être léché, alors la joue ou la main par un animal, etc. Rappelez-vous, vous savez mieux que moi, le problème des personnes âgées, contrairement aux enfants, c'est qu'on ne les touche pas. Un enfant, on les caresse, on embrasse, une personne âgée, voilà. Donc du coup, voilà, c'est un petit rappel. Alors, la question, c'est que puisqu'on a des thérapeutiques, puisqu'on a du bien-être, qui organise ces activités? Est-ce que ce sont des professionnels? Est-ce que ce sont des bénévoles, etc. Et vous voyez, les bénévoles, ils sont quasiment absents. C'est pour les 2 dernières activités en bas, pour la partie thérapeutique, c'est-à-dire la musique et l'activité avec les animaux. Les bénévoles, alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est du 3% et c'est du 5%. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est sur des activités thérapeutiques, eh bien, c'est quasiment des professionnels qui interviennent. Alors après, ça peut être un professionnel de la structure, et ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Et là, tout va dépendre de l'activité qui est réalisée. Si c'est une activité qui est réalisée 100% par un même professionnel, est-ce que la structure a les moyens de salarier une personne pour faire de l'activité physique, je dirais, pour l'ensemble des habitants de l'établissement? Pas toujours certain. Il y a un deuxième critère qui joue aussi, c'est est-ce qu'il y a une offre structurée extérieure à l'établissement? À côté, vous avez vu, il y a quelque chose qui s'appelle Ciel Bleu, par exemple, pour ne pas les citer et autres. Il y a pour certaines activités, eh bien, justement, une offre qui est bien organisée, avec des professionnels qui se forment et autres. Et donc, c'est plus facile de faire appel à ces professionnels extérieurs. Voilà. C'est pour ça que pour l'activité physique, eh bien, vous voyez, on est à 49% en interne. Et puis, vous avez 41% des cas, des EHPAD, qui font appel à un professionnel qui vient de l'extérieur. Pour les activités et les animaux, c'est là qu'on a la plus grande différence, puisque vous voyez, je crois que c'est 69%, c'est un professionnel extérieur. J'ai quelques petits éléments d'explication que je vous donnerai dans quelques instants. On regarde le bien-être. Eh bien, vous voyez, dans le bien-être, on a un peu plus de bénévoles, mais c'est vraiment pas significatif. Mais vous voyez, on reste encore sur des professionnels qui organisent ces activités. Alors, on a une petite modulation concernant la partie rouge, c'est-à-dire un intervenant extérieur, mais grosso modo, qu'on soit dans du bien-être ou qu'on soit dans du thérapeutique, on a à peu près la même tendance. Et c'est un peu logique, parce que quand vous avez un professionnel sur site qui peut faire du thérapeutique, pourquoi ce professionnel ne pourrait pas faire également du bien-être? Voilà, donc c'est pour ça qu'on a les mêmes tendances dans les deux catégories. Alors l'autre question qu'on se pose, c'est bien de faire des choses, mais est-ce qu'on est formé pour le faire? La formation,
spécifique, c'est quelque chose qui est assez important. On va regarder du côté thérapeutique. Thérapeutique, on part du principe que quand on fait du thérapeutique, on se fixe des objectifs thérapeutiques. Dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est est-ce qu'on améliore la mémorisation? Est-ce qu'on améliore les fonctions exécutives? Est-ce qu'on améliore la vitesse de traitement des informations? Donc quand je pose ces questions-là en préalable, ça veut dire qu'après l'activité, l'INM, il faut qu'on mesure avant et après. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise, il y a tout un processus d'évaluation qui se met en place. Et donc on part du principe que pour éviter, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la réminiscence, des effets secondaires, idéalement, il faut que ce soit fait par un professionnel formé spécifiquement à cette activité. Ce n'est pas parce que je joue du piano, et plutôt bien, que je suis forcément musicothérapeute. Alors quand on regarde là, on s'attendrait à ce... Alors en bleu, c'est des personnes qui sont formées spécifiquement, et en rouge, c'est des personnes qui n'ont pas de formation spécifique. Alors pour l'activité physique, je veux dire, vous voyez, 91% des cas, tout le monde est formé. En revanche, là où je suis un peu plus étonné, c'est, on va dire, réminiscence pour simplifier. Dans 19% des cas, on a des personnes qui font des ateliers de rappel des souvenirs, etc., avec le risque que je vous ai cité. Et dans 19%, ce sont des professionnels qui ne sont pas formés. Voilà, c'est un peu plus inquiétant. L'activité musicale, ce n'est pas parce que vous savez jouer de la musique que forcément vous savez comment protocoliser, comment mettre en œuvre l'activité musicale à objectif thérapeutique, et puis comment vous évaluer. La musicothérapie, il faut savoir, c'est quoi? Parce que musicothérapie, il y a 150 façons de faire, et à quel moment on fait? Si je prends la maladie d'Alzheimer, dans les premiers stades de la maladie, au moment où j'apprends la maladie, c'est le moment où je prends un coup sur la tête, je suis un peu anxieux, je suis un peu dépressif. Écouter de la musique de manière passive, c'est apaisant. Quand je vais avoir des premiers troubles du langage, des problèmes à articuler, eh bien, participer à une chorale, faire du chant, ça va me permettre de maintenir plus longtemps mon habileté avec les articulations au niveau de la mâchoire. Et puis, à des stades qui sont plus élevés, enfin plus sévères, où on se souvient de moins en moins de choses, eh bien, il y a des études qui ont montré qu'on pouvait réapprendre à avoir de nouvelles capacités de mémorisation. Vous avez des personnes qui vont mémoriser de nouvelles mélodies, de nouvelles paroles. Donc, du coup, il faut savoir à quel moment de la maladie on peut faire telle ou telle intervention. Et puis, comment ça se mesure. Partie bien-être, eh bien, on retrouve les mêmes tendances avec... Vous voyez, pour les activités avec la mémoire et la musique, là, on a une proportion de personnes non formées plus importante. Là, je dirais, est-ce grave? Pas forcément, parce qu'on est sur du bien-être. Donc là, la question, c'est s'assurer de ne pas nuire. Mais si la personne, on le voit, si la personne, elle sourit, si la personne, elle tape des mains, si elle trépigne des pieds, parce que... on trépigne des pieds dans le bon sens, ça montre que, quelque part, on atteint ce bien-être. Donc, ce n'est pas quelque chose de vraiment... très grave. Alors, pour conclure et puis pouvoir répondre à vos questions, plusieurs choses. L'activité physique adaptée, c'est vraiment le champion du monde. Alors pourquoi c'est le champion du monde? Parce que l'activité physique adaptée, eh bien, ça a montré son efficacité ailleurs, dans le cancer, dans d'autres choses. Maintenant, on a des études qui montrent que c'est efficace également dans la prévention de la perte d'autonomie. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qu'on voit. Le lien n'est pas forcément automatique, mais on a des études qui le montrent. On a une offre extérieure qui est structurée, on a une meilleure connaissance interne dans la mise en œuvre, et puis surtout, les amis, il ne faut pas aussi se voiler la face, c'est une activité qui peut être financée. Voilà. Et le dernier mode de financement que j'ai en tête, mais peut-être que je ne suis pas à jour, c'est la loi Bien vieillir, où vous avez un forfait dans les EHPAD, un forfait de prévention de la perte d'autonomie, qui finance 3 activités. L'APA, l'activité physique adaptée, l'alimentation, et là où je place beaucoup d'espoir, c'est la stimulation cognitive. Donc du coup, il est possible de faire appel à ce type de forfait. Deuxième, ça se met en place. Parce que la loi est votée, mais vous avez remarqué qu'on a eu des bouleversements. Voilà, les décrets ne sont pas forcément tous sortis. Deuxième point en termes de conclusion, c'est que vous voyez les activités. Alors je ne vous ai pas présenté là, faute de temps, mais on a fait une étude entre notre vague 2019 et 2023. On a vu sur les 4 années quelle était l'évolution. Et l'évolution va de plus en plus vers des activités à visée, enfin au moins déclarées à visée thérapeutique. Pourtant, le bien-être, c'est important aussi. Les activités sont réalisées très majoritairement par un professionnel de l'établissement.
Là, parce que je suis psychologue, je suis ergothérapeute, je fais mon activité de psycho et mon activité d'ergo, mais j'ai aussi des compétences qui me permettent de faire certaines interventions non médicamenteuses. Donc du coup, les ressources en interne permettent de le faire. Il y a des activités qui sont réalisées par des professionnels extérieurs, c'est l'activité physique adaptée, c'est la médiation animale, ben oui, parce que quand on veut faire du thérapeutique, par exemple, alors il y a un stand de zoothérapie, pardon, donc on a dû vous l'expliquer, on ne prend pas n'importe quel animal. On ne prend pas, par exemple, n'importe quel chien. On prend un animal, alors en général, je crois qu'il y a 3 races de chiens en particulier, mais je ne suis pas expert là-dessus, donc je laisse ça à nos amis zoothérapeutes, mais il faut que l'animal soit formé. Et l'animal, ce n'est pas lui qui fait le soin, il est le médiateur du soin. Donc il faut qu'il y ait un professionnel qui soit là avec l'animal, et ce professionnel, il faut qu'il soit également formé. Donc du coup, ça demande toute une ingénierie, une organisation, que l'établissement ne peut pas se permettre de le faire en interne. Et puis si vous faites quelque chose de plus exotique, mais qui fonctionne aussi, c'est l'équithérapie, le cheval par exemple, je ne crois pas qu'on puisse avoir une écurie au sein de l'EHPAD. Voilà. Donc du coup, vous avez des activités qui ne peuvent être que externes. Je vais finir par 2 points. Il me reste 2 minutes. Je vais finir par 2 points. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé, moi je suis comme Rosette. Moi, l'activité musicale, la musicothérapie, j'y ai cru depuis que je suis arrivé dans la maladie d'Alzheimer. Et je suis allé à des congrès. Vous allez dans n'importe quel congrès, n'importe où dans le monde, vous avez toujours des stands, des présentations sur la musicothérapie. Et quand j'ai eu les premiers résultats en 2017, qui sont confirmés par nos résultats là, eh bien vous voyez que c'est à peu près 1/4 des établissements, des EHPAD, qui font de l'activité musicothérapie. Et ils sont à peu près 90%, 73% là, qui font de l'activité musicale. Donc ce n'est pas parce que quelque chose est très populaire dans le milieu scientifique, recherche, universitaire et autres, qu'on le retrouve sur le terrain. Voilà. Et c'est vraiment l'exemple de la musicothérapie, grandeur et décadence. Grandeur, on en parle beaucoup dans les milieux de la recherche et autres, et décadence, c'est que sur le terrain, on n'en fait pas suffisamment. Et enfin, petit clin d'œil pour la maladie d'Alzheimer, parce que dans vos établissements, vous n'avez pas que la maladie d'Alzheimer médiaparenté, mais ils sont quand même là. Eh bien, c'est assez étonnant parce que, regardez, les 3 activités qui sont les plus susceptibles d'exclure des participants à des stades sévères de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire à des stades où on a encore le plus besoin d'être stimulé cognitivement et autres, eh bien, le problème, c'est qu'à ces stades-là, on n'est plus en capacité de suivre des séances de réminiscence, de stimulation cognitive et de réadaptation cognitive. C'est ça le paradoxe. C'est alors qu'on en a le plus besoin, on n'est plus en capacité de le faire. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre les stades sévères pour pouvoir le faire. Il faut que dès le départ, souvent on imagine que lorsqu'on est au stade léger, on va faire de l'orthophonie, c'est très important, mais il n'y a pas que l'orthophonie, vous avez d'autres activités qui sont très importantes, et donc cette réminiscence, cette stimulation cognitive, il faut la faire à tous les stades lorsque c'est possible. Je vous remercie. Merci, monsieur, docteur Bérard. Asseyez-vous, asseyez-vous. Sur les formations qui sont proposées pour animer les INM, il y a un catalogue, il y a un truc. Où est-ce qu'on les trouve? Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de consensus sur la méthode et autres. Alors, les grands groupes d'EHPAD ont souvent, au sein de leur groupe, une unité de formation. Elena Santé, pour ne pas le citer, c'est Clariane, parce que comme ça change de nom, ils ont en interne des formations. Alors, pour répondre à la question, il se trouve que la Fondation Médéric Alzheimer, avec l'Université de Caen, c'est le professeur Platel, pour les personnes qui connaissent, nous avons lancé l'année dernière, donc on est sur une 2e promotion, c'est un DU, un diplôme universitaire, IPSE, intervention psychosociale, vous voyez, on est sur l'ancien terme, intervention psychosociale et environnementale. Celui-là, je le connais bien comme formation. Je sais qu'il y en a d'autres, mais ça ne court pas les rues. Le point très important, c'est quand vous allez dans ces formations, mais c'est comme pour toutes les formations, assurez-vous que derrière, ce soit un peu certifiant, que ça vous apporte une véritable compétence qui soit reconnue dans votre établissement et ailleurs. Parce que moi, je vois des exemples pour la musicothérapie et autres. On a des formations qui se font de manière très rapide. On a probablement une compétence derrière, mais il n'y a pas de reconnaissance. Voilà. Donc, il faut que ce soit, ça c'est mon avis personnel, c'est bien que ce soit adossé à une université. D'accord. Et l'autre question qu'on a vue aussi, c'est les référents INM. Ils
ils ont un avenir, ils ont un financement, ils ont quelque chose qui va se pérenniser, ou c'est pas encore bien clair non plus, ça? Alors, c'est pas bien clair. Alors, vous savez qu'il y a une stratégie maladie neurodégénérative, c'est l'Arlésienne. Là, tout récemment, les cabinets qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une stratégie, bon, entre-temps, ils vont trouver dans les tiroirs qu'il y avait une stratégie, etc. Donc, on peut quand même espérer que ça se mette en place. Dans la stratégie, il y a les INM qui sont posés de manière très claire. Les premiers travaux qu'on a eus, ils n'y croyaient pas, hein, je veux dire, les directions centrales du ministère. Donc maintenant, c'est bien écrit. Et bien écrit, c'est quoi? L'activité physique adaptée, on ne s'est pas battu pour ça. C'est eux qui nous l'ont proposé tout de suite. Donc ça, c'est acquis. L'alimentation, la dénutrition, etc., ça, c'est acquis aussi. Là où on a poussé, parce que la question qu'ils nous ont posée, c'est bien votre truc, mais ça existe déjà pour le cardiovasculaire. Enfin, toujours, on nous dit, mais on ne va pas mettre de l'argent en plus, puisque ça existe déjà pour d'autres choses. Mais le problème, c'est que c'est déjà acheté, vendu pour d'autres choses. Voilà. Et donc, on s'est battu pour la stimulation cognitive. Donc là, c'est mis en place. Et puis, on s'est battu, alors là, ça, c'est pour plus tard, malheureusement. L'idée, c'est de mettre en place une expérimentation nationale sur les INM, avec comme objectif, c'est pas démontrer l'efficacité, on va arrêter ce genre de choses. Ça fait des années qu'on a démontré que c'est efficace, mais on va essayer de travailler sur ce qu'on appelle un codage. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir une nomenclature. Et on dit que, je ne sais pas ce que l'activité musicale ou la musicothérapie, ça ne veut rien dire. Eh bien, derrière un code, il y aura une façon de faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fera tous la même chose pour tous les habitants. Il y aura aussi une marge. Mais au moins, derrière, on sait à peu près qu'est-ce qu'on y met. Donc, un consensus, de telle sorte que le financeur sait ce qu'il finance. J'ai trouvé votre exposé super, je vous remercie beaucoup. Et en même temps, j'ai une petite gêne. J'ai l'impression, et vous me dites, il manque l'essentiel. Et cet essentiel, cette activité que je n'ai pas vue, c'est le soin. Et je vous donne un exemple. On prescrit au Japon aujourd'hui, pour prévenir qu'on appelle ça les CAP, les déliriums dans les réanimations, on prescrit de l'humanitude. Un quart d'heure d'humanitude, papam, et on diminue les déliriums de 40%. On est donc bien dans une activité non médicamenteuse, dans une intervention non médicamenteuse. Et le travail des soignants, par exemple, ou ce que vous avez vu sur les films que j'ai montrés, on a des gens qui ne marchent pas, qui sont, etc. On ne les a pas amenés faire de la musique, on ne les a pas amenés en AMR, on a tout simplement fait des soins. On les a amenés sur une toilette, on leur a donné une douche. C'est où ça, dans les interventions non médicamenteuses, qui constitue le cœur de l'accompagnement de 90%, 95% du temps que passent les soignants, même les gens au moment des repas, qui vont les chercher, qui les accompagnent en marchant, etc. Où est-ce que ça apparaît? Alors, ça apparaît au-dessus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est ça. Alors, dans la fameuse stratégie maladie neurodégénérative, on a eu une grosse réflexion sur les approches, les interventions, les activités, etc. Donc, l'idée, c'est de dire, on a des approches non médicamenteuses. C'est le grand chapeau. Et dans ce grand chapeau, on y trouve à l'intérieur des formations. L'idée, c'est de mettre en place, avec un financement, des formations socles pour que les professionnels, mais également les familles, parce qu'il y a des réticences aussi, j'ai pas le temps de vous en parler, mais dans la lettre de l'Observatoire qui sortira, on parle beaucoup de réticences des familles, des professionnels, etc. Et dans les formations, dans ces approches, c'est là que moi je vous vois. Parce que ce serait dommage de réduire Humanitude à une intervention non médicamenteuse. Parce qu'après, en dessous, on a deux autres catégories. On a les activités, alors le terme a été choisi, des activités de bien-être récréationnel, occupationnel, et on a les interventions. Donc vous avez compris l'idée, c'est thérapeutique, non médicamenteuse. Et vous, dans ce que vous faites l'ensemble. Alors, sur le terme de soins, attention, c'est que pour beaucoup, notamment pour mes collègues médecins, qui aiment bien châtient bien, quand on parle de soins avec INM, pour eux, c'est des INM qui sont prescrites par le médecin. Et les INM, entre guillemets, prescrites, c'est de l'orthophonie. Vous voyez, alors pour partie maintenant, la psycho, mais bon, ça ne rentre pas encore totalement, c'est de la kiné, c'est de l'ergothérapie, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que le terme, on est encore très sanitaire. Ouais. Mais en tous les cas, vous êtes, si vous me mettez le terme, vraiment dans l'approche, parce qu'on est un peu plus haut, parce que vous déployez des formations, mais vous déployez également des techniques, etc. Et c'est dommage de vous réduire dans une case. Mais je suis d'accord, c'est effectivement le soin est là, quoi. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Merci, à vous, monsieur. énormément. Merci, docteur Vera.